Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord une date, le 7 octobre 1571. Ensuite une coalition, la Sainte Ligue. Enfin un personnage, Juan d'Austria ou Juan d'Autriche. Un lieu maintenant, les Pentes, situé sur la côte nord du détroit qui sépare le golfe de Patras du golfe de Corinthe en Grèce. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman est à son apogée. Il couvre la Turquie actuelle, le Moyen-Orient, l'Arabie, une grande partie de l'Afrique du Nord et les Balkans. De plus, son expansion en Europe ne s'est arrêtée qu'aux portes de Vienne, lorsqu'elle a été défaite par Ferdinand Ier de Habsbourg. Sa puissance est étendue sur toute la Méditerranée. Les flottes turques et barbaresques pillent les côtes et pratiquent la piraterie sur les navires européens. Mais les Européens commencent à renverser la donne. Déjà, en 1565, les Turcs échouent à prendre Malte. Cependant, en 1570, deux événements clés vont provoquer une grande alliance contre les Turcs. En janvier, le vice-roi d'Alger détrône l'émir de Tunisie, allié de l'Espagne. En mars, le sultan Sélim II a lancé un ultimatum à la République de Venise et a atterri à Chypre, alors possession vénitienne. Venise appela à l'aide les puissances européennes, mais seul le pape Saint Pie V répondit. Le pape réussit à convaincre le roi d'Espagne d'aider, et une croisade fut formée, la Sainte Ligue. Alors, je vais juste vous montrer le drapeau de la Sainte Ligue, que voici. Très joli drapeau, très jolie bannière au passage. Et je continue. Donc, composé de la monarchie espagnole, des États pontificaux, de la République de Venise, de l'Ordre de Malte, de la République de Gênes et du Duché de Savoie, pour lutter contre l'Empire ottoman. Dans ce but, elle se dota d'une flotte. Cette flotte était immense. Au total, ce ne sont pas moins de 198 galères, soit 1300 canons et 48 000 hommes d'équipage, dont seulement 16 000 sont des gens de guerre. À la tête de cette flotte, l'homme qui nous concerne, Juan d'Autriche. Né à Ratisbonne le 24 février 1545, il est le fils illégitime de l'empereur Charles Quint et de Barbara Blumberg, son amante allemande. Membre de la famille royale espagnole, militaire et diplomate, durant le règne de son frère, par le père, donc son demi-frère, Philippe II. Il est reconnu par son père et fut élevé en Espagne. Le majordome de Charles Quint, Don Luis de Quejada, fut son précepteur. Une de ses premières aventures se déroule en 1565. Les Turcs attaquent l'île de Malte. Une flotte est formée à Barcelone. Don Juan se porte volontaire pour servir, mais Philippe II lui refuse. Malgré cela, Don Juan s'échappe de la cour et se dirige vers le Port-Veil de Barcelone, mais se trouve incapable de rejoindre la flotte. Seule une lettre de son frère, le roi, le fit rebrousser chemin. Philippe II le nomme capitaine général de la flotte, voyant qu'il ne serait pas enclin à la vie ecclésiastique. Philippe II l'entoure des conseillers de confiance, tels que Don Alvaro de Bazan en tant qu'amiral et Don Luis de Requesens y Zúñiga comme vice-amiral. Mais son heure de gloire arriverait bien. Signé le 20 mai 1571, la Sainte Ligue fut prise en main par le royaume d'Espagne. Philippe II mit en avant le nom de Don Juan en tant qu'amiral de la flotte de la Ligue. Don Juan reçoit la bannière de la Ligue des mains de la légation pontificale lors d'une cérémonie dans l'église Santa Chiara, au large de Naples. Enfin, plutôt vers Naples, dans la région de Naples. Ayant convoqué son conseil de guerre à bord de son vaisseau amiral, il impose une guerre d'agression face aux Ottomans. Rechercher et détruire la flotte turque, tel est le mot d'ordre, où qu'elle soit, car une défaite signifierait l'absence de protection des côtes de Méditerranée, espagnole et italienne. Le 15 septembre, la flotte quitte Messine, en direction de la Méditerranée orientale. À l'aube du 7 octobre, les deux flottes se rencontrent au large du golfe de Lépante. La flotte de la Sainte Ligue, en ordre de combat, émergea entre les îles Koutsilaris et Oxia. Au fur et à mesure de la progression, divers éléments de la flotte, des divers éléments de... Un changement de vent se fit sentir. Du côté chrétien, cela fut vu comme une intervention divine. Je vais vous mettre ci-joint le plan de bataille, que vous voyez bien à peu près comment se déroulait la bataille. Alors, d'abord, je vais vous mettre un portrait de Don Juan, que voici, avec ses armes,
que voici aussi. Très belles armes d'ailleurs. Ensuite, le plan de la bataille, que voilà. Donc là, vous voyez en rouge donc les navires de la Sainte Ligue et en bleu la formation ottomane. Donc vous voyez, au centre, c'est à peu près où se trouvera le navire amiral de Juan d'Autriche. Je continue. La bataille en elle-même fut confuse et d'ailleurs fut décrite par l'un de ses participants, Don Luis de Cordoba, comme jamais une bataille plus confuse n'a été vue. Galères verrouillées, une à une, deux à deux, trois à trois, alors qu'elles dansaient. L'aspect était terrible par les cris des Turcs, par les coups de feu, le feu, la fumée, par les lamentations des mourants. Effrayant était la confusion, la peur, l'espoir et la fureur. L'entêtement, la ténacité, le courage, la rage, la fureur et la mort. Pitoyable d'amis. Des deux côtés, les pertes montent rapidement. Cependant, malgré les efforts des Turcs, la victoire fut obtenue par la Ligue. À la fin de la bataille, les Alliés déclamèrent No virtus non arma non duces, sed Maria Rosari victores fecitnos. Ni courage, ni armes, ni chef de guerre, mais Notre-Dame du Rosaire nous a rendus victorieux. Les conséquences de cette victoire ne furent pas celles espérées. La victoire de Lépante marqua un coup d'arrêt certes à l'expansion ottomane, sans pour autant récupérer des territoires perdus pendant les années précédant la bataille, la Crète et Chypre notamment. Mais elle donna l'assurance aux chrétiens que ces derniers pouvaient, que les Ottomans pouvaient être vaincus. L'Espagne pourra dès lors, grâce à cette victoire, se poser en championne de la contre-réforme. Qui plus est, 2 ans après leur défaite, les Turcs retrouvent le niveau de leur flotte d'avant la bataille, mais il est noté que celle-ci n'engagea plus de manière massive les flottes chrétiennes. Donc la victoire chrétienne était totale, comme je vous l'ai dit. 12 galères chrétiennes, 7600 hommes ont été perdus, dont 2000 Espagnols, 880 de la brigade pontificale et le reste des Vénitiens. 190 galères turques capturées ont été dénombrées, dont seulement 130 étaient utiles, les 60 autres étant incendiées. 5000 prisonniers ont été faits, 12 000 prisonniers chrétiens ont été libérés. Les morts de l'ennemi étaient estimés à entre 20 et 30. L'amiral qui commandait la flotte turque a été capturé et décapité. La Sainte Vierge semble avoir écrasé l'ennemi sous son pied. C'est en tout cas vers elle que le pape se tourne en ce 7 octobre 1571. Après 17 heures, alors que de la fenêtre de son bureau, il contemple en vision l'issue heureuse du combat de l'Épante. Puis il se tourne et dit aux prélats qui l'entourent, « Allons rendre grâce à Dieu, notre armée est victorieuse. » En même temps, Don Juan, victorieux, s'agenouillait sur le pont de son navire pour remercier Dieu de sa protection. Par la suite, Sébastien Vénière envoie immédiatement le capitaine d'une de ses galères, Onfray Giustiniani, avertir le doge de Venise de sa victoire. Ce capitaine était vraisemblablement prédestiné à devenir un heureux messager, puisque son navire était baptisé l'Ange. La bonne nouvelle parvient à Venise le 19 octobre. Le 26, elle arrive à Rome, confirmant ainsi la révélation faite au souverain pontife. Dans toutes les villes de la chrétienté, la nouvelle de la victoire entraîne des manifestations festives et joyeuses. Même la France, qui n'a pas participé, manifeste sa liesse. Par exemple, la bonne ville de Lyon casse les cloches pour célébrer l'événement. Comme l'a raconté un auteur resté anonyme, que même en cette ville de Lyon, vous avez entendu les grosses cloches qui vous ont donné ample et certain témoignage de telle victoire. Saint Pie V a dit en apprenant la victoire, Fuit homo missus, adeo qui nomen erat Johannes. Il y avait un homme envoyé de Dieu, qui s'appelait Jean. La victoire chrétienne fut attribuée à Notre-Dame du Rosaire et un chapet public fut organisé par Saint Pie V le jour de la bataille. Depuis, tous les 7 octobre, une fête est célébrée, en mémoire de cette bataille. C'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Il est aussi à noter qu'un jeune homme qui deviendra célèbre après cette époque naviguait sur le bâtiment de Don Juan. Il s'appelait Miguel de Cervantes et perdit la main gauche lors de la bataille. Plus tard, il dira à de nombreuses reprises pour la gloire de la droite. Il est à noter que ne pouvant plus se battre, il écrira faute de mieux et nous lèguera les aventures de Don Quichotte. De retour en Espagne, Don Juan devint une légende vivante. Il continua à chasser les navires ottomans au large de la Tunisie et de l'Italie. En 1572, la Sainte Ligue fut officiellement dissoute suite à 2 événements. Premièrement, le décès de Saint Pie V.
d'abord, et ainsi que la paix séparée signée par les Vénitiens, qui voyaient en Lépante une victoire amère et dont l'effort de guerre les avait pratiquement ruinés. Soucieux de rétablir les relations commerciales avec l'Orient, la Sérénissime République reconnut la possession de Chypre par les Ottomans comme gage d'une reprise des dites relations commerciales. Concernant Don Juan, il continua ses pérégrinations aux Pays-Bas. Il y fut envoyé comme gouverneur. La situation était explosive. En effet, à cette époque-là, les Provinces-Unies, du moins ces éléments protestants, se rebellèrent contre comment dire, contre l'autorité espagnole. Et à ce titre, afin de ménager les différents partis, Don Juan a commencé, en tout cas, tenta de rallier le Tercio Viejo des Flandres, mais sans succès. Il dut les renvoyer en Espagne et en Lombardie, et respecta les libertés flamandes afin de faciliter son travail. En septembre 1577, Guillaume d'Orange leva un ultimatum. L'Espagne devait rendre toutes les villes, licencier ses troupes et se retirer au Luxembourg, alors possession espagnole. Le 31 janvier 1578, les tercios de Don Juan battirent les États généraux des Provinces-Unies à la bataille de Jamblou, obligeant le sud des Pays-Bas à revenir sous autorité espagnole. Néanmoins, l'absence d'un soutien actif du roi et donc l'impossibilité de solder ses hommes de manière régulière compliqua grandement la tâche du capitaine général. Étant atteint de fièvre typhoïde et voyant sa fin approcher, il envoya une missive à Madrid demandant au roi d'accepter la nomination de son neveu, Alejandro Farnesio, Alexandre Farnèse, pour lui succéder à la tête des Pays-Bas. De cette même missive, il requit d'être enterré avec son. Le seigneur le rappela à lui le 1er octobre 1578, et sa dépouille fut inhumée dans le monastère de San Lorenzo del Escorial à Madrid. Sa tombe est recouverte d'une statue allongée d'une beauté singulière qui représente le défunt. Vêtu d'une armure et comme une curiosité, il convient de noter que pour ne pas mourir au combat, il est représenté avec les gantelets enlevés. L'œuvre a été modelée par le natif de Saragosse, Panzano, et sculptée en marbre de Carrare par le sculpteur italien Giuseppe Galeotti. Je vais vous montrer maintenant la fameuse tombe de Don Juan, ainsi que le sarcophage de Saint Pie V, qui est à Rome. Donc ça, c'est le gisant de Don Juan. Et ici, le sarcophage de Saint Pie V. Et enfin, je vais vous montrer une dernière peinture qui est celle-ci, la bataille de Lépante par un Italien, Paolo Veronese, qui est le ciel aidant à la victoire de Lépante. Je terminerai par cette présentation en vous disant, enfants de Marie, souvenez-vous toujours de Lépante. Merci à vous.